Oui, je viens de publier un livre qui a pour titre Algérie, l'histoire à l'endroit, un livre dans lequel j'ai pris autour de 10 questions, donc 10 chapitres, les 10 grandes questions de l'historiographie algérienne, et je les traite et je tente de les résoudre en fonction des connaissances que nous avons, les connaissances scientifiques, et je me démarque bien évidemment de la doxa et de l'histoire officielle algérienne et de l'histoire officielle algérienne telle qu'elle est racontée par les grands papes de l'historiographie algérienne en France, comme Stora, etc., qui ont tous la même vision qui est celle en fait de l'histoire officielle du FLN. Tout à fait. J'ai un chapitre complet d'ailleurs sur la Turquie, parce qu'un des éléments de l'historiographie qui est totalement méconnu, c'est que l'on nous dit, en fait, la présence turque en Algérie était tout à fait légère, tout à fait éphémère, et il n'y eut qu'une seule colonisation de l'Algérie, la colonisation française. Les Turcs n'ont pas colonisé l'Algérie. C'est une erreur historique totale, parce que nous avons maintenant les archives turques qui sont ouvertes depuis quelque temps, et il y a quasiment des kilomètres d'archives sur ce qu'était l'Algérie, c'est-à-dire l'Iliade d'Alger. Et pour les Turcs, l'Algérie était un dispositif essentiel dans leur maillon méditerranéen. Parce que c'est à partir de la future Algérie qu'ils ont tenté de pénétrer au Maroc pour contourner par le sud l'Espagne et la chrétienté. La double tenaille, vers le nord, la mer Noire, la Crimée, Constantinople, les Balkans, et vers le sud, l'actuel Maghreb. Et ils ont donc pris possession de l'actuelle Algérie, ils ont buté sur le Maroc. D'ailleurs, la réelle politique, l'alliance entre les Espagnols et les Marocains. Les Marocains qui venaient de se faire chasser d'Espagne avec la Reconquista se sont alliés aux Espagnols contre les Turcs. Et c'est même une armée espagnole qui a empêché la défaite marocaine sur la Moulouya et qui a vaincu les Turcs. Et c'est là que le chef turc a été tué par l'armée espagnole sortie de la région d'Oran. Donc c'est tout à fait intéressant. Et les Turcs, pendant toute leur présence, c'est-à-dire du XVIIe jusqu'à 1830, ont eu des révoltes continuelles à mater. Et ils les ont matées avec les tribus arabes contre les tribus kabyles, contre les tribus berbères. Ce qui va expliquer pourquoi, quand les Français vont arriver en Algérie, les Kabyles ne vont pas aider le soulèvement d'Abdelkader, et pourquoi les Arabes de l'Ouest vont aller aux côtés des Français combattre Mokrani. Non. En Afrique du Nord, les traces qui existent, c'est en Libye, autour de la ville de Misrata. La ville de Misrata, qui est un élément essentiel dans le dispositif de déstabilisation de la Libye, la ville de Misrata est une ville qui est frère musulman et qui est culturellement turque, qui regarde vers la Turquie. Donc disons que la seule présence, quelques noms en Tunisie, mais non, c'est une période qui est révolue. Quelques éléments architecturaux, quelques éléments dans la toponymie, quelques éléments dans la langue, mais autrement non. C'est terminé. Non, là c'est une légende. Il y a 150 ou 200 prisonniers qui sont encore dans les geôles d'Alger, mais la piraterie est terminée depuis près de 60 ans, parce qu'il y a eu de grosses expéditions françaises, de grosses expéditions européennes, et les autorités d'Alger ont compris qu'il fallait arrêter. Donc la piraterie, l'activité corsaire a disparu, sauf quelques éléments anecdotiques. Non, il s'est passé il y a eu plusieurs raisons. Il y a eu des tensions diplomatiques entre Paris et Alger. Il y a eu l'histoire de la dette qui n'avait pas été remboursée, ou plutôt les affairistes Bucknach et Bakri qui étaient les intermédiaires entre la régence d'Alger et la couronne de France, et la France, parce qu'à l'époque c'était la République qui avait acheté du blé en Algérie pour pallier ces crises de famine qu'il y avait au moment des guerres révolutionnaires. Le trésor d'Alger n'a pas été payé. Le roi de France a voulu régler le problème à la Restauration. L'argent a été versé en partie et a été détourné par des milieux affairistes algériens. Et les autorités algériennes ont pensé que le consul de France, qui était totalement véreux, parce que le fameux consul français est un homme totalement véreux, les autorités algériennes ont pensé qu'il était dans l'affaire, qu'il avait détourné de l'argent avec Talleyrand, avec toute cette équipe, et l'a chassé. Il a dit je ne veux plus voir quelqu'un de véreux
à Montpalais, et méprisant avec son chasse-mouche, il lui a fait un geste, mais il ne l'a jamais giflé. Ça a été le prétexte politique. Quand on veut faire une guerre, on trouve toujours un bon prétexte. C'était le prétexte pour une monarchie qui était épuisée et qui était face à une crise, de trouver un dérivatif et une victoire facile outre-mer pour redorer son blason. Mais entre-temps, la révolution de 1830 arrive et c'est la monarchie de Juillet qui... voilà. Donc c'est une histoire très compliquée. Et la France va se retrouver avec cette position. Que faire de l'Algérie? Alors, on va discuter. On a failli partir. Dans tous les cas, l'idée de coloniser n'était pas du tout l'idée dominante. Et finalement, de fil en aiguille, la France va s'impliquer. Et celui qui va avoir une position tout à fait intelligente, c'est Bugeaud. Bugeaud qui est contre la conquête de l'Algérie. Bugeaud est contre la conquête de l'Algérie. Il dit que c'est une conquête totalement inutile, qui va nous poser des problèmes. Si nous tenons des villes comme Alger, comme Oran, cela nécessite des garnisons importantes, comme les Présides espagnols du Maroc, pour des intérêts stratégiques qui n'ont vraiment pas de réalité. Et finalement, Bugeaud va être envoyé en Algérie. Et Bugeaud, aux ordres donc de Louis-Philippe, va organiser la conquête en disant « Oui, moi je suis contre, mais j'ai les ordres, je la fais, mais alors faisons-la grandement. Et pour la faire grandement, il faut tel moyen, il faut réorganiser l'armée, parce que l'armée française n'est pas du tout adaptée à cette guerre algérienne. Il faut des forces légères, il faut des colonnes mobiles, il faut des dépôts solides, il faut tout un système de ravitaillement. C'est lui qui fait alléger le barda du soldat français. Bugeaud a repensé complètement l'armée française, l'armée coloniale. Et Bugeaud, donc, va conquérir l'Algérie, alors qu'il était contre. Politiquement, il est contre. Mais quelle richesse! Quelle richesse! C'est la France qui a découvert toutes les richesses de l'Algérie. Alors commençons par le pétrole. Ce sont quand même les géologues français qui ont découvert le pétrole. C'est la France qui l'a financé, etc. Quand la France arrive en Algérie, l'Algérie est un pays qui n'existe pas. Parce que la France va créer l'Algérie, la France va donner le nom d'Algérie, hein, et la France va donner ses frontières à l'Algérie. La France va unifier des populations qui étaient absolument disparates, qui n'avaient pas de destin commun. La France va créer les routes, va créer les hôpitaux, va créer les ports, va créer les ponts, va créer les écoles, va créer tout ce qui existe, va mettre en valeur les zones agricoles. Alors, il y a un livre là-dessus qui est tout à fait excellent et qu'il faut lire, c'est la thèse de Daniel Lefebvre, qui a pour titre « Chère Algérie ». Et Daniel Lefebvre, en 350 pages, 400 pages, fait exploser ce mythe de la France qui aurait pillé l'Algérie. La France est ruinée en Algérie. La France est ruinée. Alors, les entreprises françaises vont faire venir des immigrés après l'indépendance, notamment Bouygues, etc., qui s'en étaient vantés. Mais avant l'indépendance, ce n'était pas du tout le cas. Les entreprises, d'abord, les industries françaises n'avaient pas besoin de main-d'œuvre algérienne, parce que la main-d'œuvre algérienne était une main-d'œuvre qui coûtait plus cher que la main-d'œuvre européenne, parce qu'il fallait la former, parce qu'elle n'était pas apte à prendre les postes de responsabilité qu'on voulait lui confier en France. Et les industriels français voulaient faire venir des Espagnols, des Portugais et des Italiens. Et on leur a interdit de le faire au nom de la préférence nationale, puisque l'Algérie était française. Donc, ne faites plus venir de Portugais, d'Espagnols ou d'Italiens, mais faites venir des Algériens pour résorber le chômage en Algérie, puisque nous étions dans la phase soustélienne de l'intégration, de la France universelle, etc. Et donc c'est une idée complètement fausse. Et Daniel Lefebvre le démontre bien, les idées selon lesquelles les compagnies françaises battaient le bled pour recruter des travailleurs, c'est une idée totalement fausse. Alors en revanche, après l'indépendance, le capitalisme français, qui n'avait jamais voulu investir en Algérie parce que ça ne rapportait pas, va faire venir de la main-d'œuvre algérienne pour compenser la combativité de la CGT et des syndicats, et pour faire baisser les tarifs, ce que nous voyons aujourd'hui avec le phénomène qui se produit à une échelle beaucoup plus grande.
commentaire vous pouvez faire là-dessus? Mais d'abord, le crime contre l'humanité, ça fait référence à la Deuxième Guerre mondiale, aux chambres à gaz, aux fours crématoires et aux camps de concentration. Bon, que je sache, la France n'a pas pratiqué cela en Algérie. Et puis, si vous voulez, raisonnons par l'absurde. Quand la France arrive en Algérie, il y a 1 million d'habitants. Quand la France quitte en 62, il y a 12 millions d'habitants. Un génocide qui multiplie la population par 12 peut être qualifié d'autre chose que de génocide. Alors là, c'est le problème fondamental. Et c'est pour ça que l'historien intervient. Et c'est pour ça que j'ai fait ce livre. Parce que tant que l'on n'aura pas purifié l'histoire, l'on ne pourra pas avancer. Parce que entre la France et l'Algérie, tout est dans le non-dit, dans le psychanalytique, dans le psychologique. Les Algériens savent qu'ils mentent en racontant leur fausse histoire. Mais c'est une rente de situation pour eux. Une rente de situation en Algérie, parce que ceux qui ont capté le pouvoir en Algérie en 1962, ce ne sont pas ceux qui se sont battus contre la France. Parce que ceux qui se sont battus contre la France étaient morts. Il n'y avait plus de maquis. Ce sont les planqués qui étaient en Tunisie et au Maroc, c'était les politiques. Et ce sont ces gens-là qui ont pris le pouvoir et qui, pour justifier leur prise de pouvoir en Algérie et la mise en coupe réglée du pays, mettent en avant les hauts faits de résistance auxquels ils n'ont pas participé. D'ailleurs, l'ancien ministre de la Culture, je crois, algérien, a déclaré il y a quelques mois, avant d'être remercié, que les 3/4 des anciens combattants algériens sont des faux, et tout le monde sait que ce sont des faux en Algérie. Mais ces gens sont quand même inscrits dans les registres des anciens combattants, plusieurs dizaines de milliers. Lorsque la guerre d'Algérie s'est terminée, il restait quelques centaines de combattants dans les djebels. Il y en a plus de 100 000 qui sont répertoriés maintenant et qui touchent des pensions. Alors donc, il y a une fausse histoire du côté algérien, et il y a une fausse histoire du côté français, parce que la fausse histoire algérienne est maintenue en vie du côté français, ce qui la légitime vis-à-vis des Algériens, par ceux qui continuent leur guerre civile permanente contre la France, c'est-à-dire tous les groupes gauchistes, tous ces groupes chrétiens de gauche, tous ces groupes culpabilisateurs, tous les descendants des porteurs de valises, qui justifient leur lutte permanente contre les piliers de la société française, contre l'armée, contre les grandes institutions, qui attaquent la France et qui, en attaquant la France, légitiment les accusations portées par les Algériens. Donc il y a un double intérêt. Tant que ceci n'aura pas été purgé, l'on ne pourra pas avoir de rapport avec l'Algérie. Avec le Maroc, on en a sans problème. Le Maroc ne reproche pas à la France d'avoir commis des atrocités. Il s'est passé des choses épouvantables des deux côtés au Maroc. Je suis bien placé pour le savoir, parce que moi j'étais à Meknès, j'avais 10 ans à l'époque des massacres de Meknès, où la moitié des copains de ma classe ont été tués par les émeutiers. Donc, mais avec le Maroc, il y a une situation saine, parce qu'on a toujours regardé en face, on a fait la part des choses, et les uns et les autres. Avec l'Algérie, c'est impossible. Et tant qu'on ne fera pas ça avec l'Algérie, l'on ne pourra pas avancer. Or, il va falloir que l'on avance avec l'Algérie, car l'Algérie et nous sommes assis des deux côtés de la même table, qu'est la Méditerranée. Et nous allons avoir des intérêts stratégiques considérables. Et dans l'affaire de l'invasion de l'Europe par l'Afrique subsaharienne, je ne parle pas de migration, je parle d'invasion, parce que ce sont des dizaines de milliers de migrants qui s'apprêtent à passer. Ceux qui vont être en première ligne, ce sont les pays du Maghreb. Donc nous avons tout intérêt à avoir un partenariat efficace avec l'Algérie, avoir des relations d'amitié avec l'Algérie. Mais pour avoir des relations d'amitié, il faut purger l'histoire. Mais purger l'histoire d'une façon historique, et non pas sur une fausse histoire. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre.